Je m'asseyais au chevet de mon meilleur ami, Ilan, dans une chambre d'hôpital où l'air sentait les médicaments et la mort. La lumière faible de la lampe tombait sur son visage pâle, et je me surprenais à penser que ce n'était pas lui. Ce n'était pas ce garçon joyeux et plein d'énergie, avec qui je courais autrefois pieds nus dans la cour, en rêvant de faire fortune et de quitter notre petite ville grise de province. À présent, devant moi, il ne restait que l'ombre de cet homme, avec lequel j'avais partagé toute ma vie. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Je me souviens de notre toute première rencontre. J'étais le petit nouveau de la classe, un garçon discret et plein de doutes. Mais Ilan s'est tout de suite approché, il m'a tapé sur l'épaule, et il m'a dit « Ne t'en fais pas, maintenant tu es avec moi, personne ne te touchera. » Depuis ce jour-là, il est devenu comme un frère pour moi. Ensemble, nous avons fait les 400 coups, nous sommes tombés amoureux, et nous avons passé des heures à rêver. Quand je n'avais pas d'argent pour la cantine, il partageait ses derniers centimes avec moi. Et, à la mort de mon père, c'est lui qui m'a soutenu, me tenant fermement par l'épaule pour m'empêcher de m'effondrer. Les années ont passé, et nous avons tous les deux construit nos vies. Je me suis marié avec Lena, une femme que je considérais comme un véritable cadeau du destin. Elle était douce, très attentionnée, avec un regard chaleureux qui, à lui seul, semblait redonner foi en la bonté humaine. À l'époque, Ilan m'avait dit « Tu es un homme chanceux, mon frère, prends bien soin d'elle. » Lors de notre mariage, il a bu du champagne, il a dansé, et il a ri aux éclats. Personne n'aurait pu deviner que, derrière ce grand sourire, se cachait quelque chose de bien plus sombre. Et pourtant, aujourd'hui, il était là, allongé devant moi. Il était devenu si maigre, complètement épuisé, avec des yeux dans lesquels s'était figé un profond regret. Les médecins avaient été clairs, il ne lui restait que quelques jours à vivre, mais il s'accrochait de toutes ses forces. Je venais lui rendre visite quotidiennement, je lui racontais des anecdotes, tout cela pour le distraire un peu de la douleur. Nous évoquions le bon vieux temps, et nous rions ensemble, tant qu'il en avait encore la force. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Sa respiration s'était faite plus lourde, et son visage était tendu. Il n'arrivait plus à parler fort, mais, soudainement, ses doigts ont serré ma main avec une force inattendue. « Serge, a-t-il soufflé, je dois te dire quelque chose. » Je me suis penché un peu plus près de lui. « Ne parle pas maintenant, lui ai-je répondu. Tu dois conserver tes forces. » Il a lentement secoué la tête. « Non, tu dois savoir. Je ne peux pas partir en gardant ça pour moi. » J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Que voulait-il me dire exactement? Qu'est-ce qui pouvait bien être si important, juste avant de mourir? Il est resté silencieux pendant quelques secondes, comme s'il rassemblait tout son courage. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux. Ça concerne Lena. Le prénom de ma femme a résonné dans la pièce, comme un véritable coup de feu. Je ne comprenais pas du tout où il voulait en venir, mais, à l'intérieur de moi, mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Ai-je demandé, envahi par une étrange angoisse. Il a détourné le regard, et ses lèvres tremblaient légèrement. Pardonne-moi, mon frère, a-t-il murmuré d'une voix à peine audible. J'ai couché avec elle. J'ai cligné des yeux, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Quoi? Je suis avec elle depuis 5 ans. À ces mots, tout mon univers s'est effondré. Ces paroles sont restées suspendues dans l'air, agissant comme un poison mortel. Je le fixais intensément, je n'arrivais même plus à respirer. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Oui. Ai-je lâché, la voix brisée. C'est absurde. Tu es en plein délire. Il a fait un effort pour lever la main, mais la force lui a manqué. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues creusées. Je voulais arrêter, je te le jure, mais je n'ai pas pu. Nous savions tous les deux que c'était mal. J'ai bondi de ma chaise. Ma tête bourdonnait, et un sifflement aigu résonnait dans mes oreilles. Mon corps tout entier était paralysé par l'état de choc, et par une rage immense. « Ferme-la, Ilan !» ai-je hurlé, en sentant mes propres mains trembler. « Tais-toi !» Il a été pris d'une violente quinte de toux. Du sang est apparu au bord de ses lèvres, mais il a continué à parler. Elle t'aimait, ça je le sais, mais c'est elle qui venait vers moi. Quand vous vous disputiez,
je ne cherchais pas à provoquer les choses, tout s'est fait naturellement. Je ne voulais pas écouter, c'était au-dessus de mes forces. Chacun de ces mots était comme un coup de poignard, s'enfonçant profondément dans ma poitrine. Devant mes yeux, j'ai revu tous ces moments précis où je lui avais fait confiance, sans la moindre ombre d'un doute. Je repensais à tous ces conseils, à toutes nos soirées entre amis, à toutes ces fêtes, où ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Ils souriaient, comme si de rien n'était. J'ai reculé lentement jusqu'au mur de la chambre, avec cette sensation terrible que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais envie de hurler, de frapper, de tout saccager autour de moi. Mais, dans ce lit, se trouvait un homme en train de mourir, et cet homme était mon meilleur ami. Pourquoi? Ai-je soufflé avec difficulté. Pourquoi est-ce que tu m'avoues ça maintenant? Dans quel but? Il a fermé les yeux, et sa voix n'était plus qu'un murmure fragile. Je ne pouvais pas partir sans avoir soulagé ma conscience. Pardonne-moi, mon frère. Et, juste après ces derniers mots, il s'est figé pour toujours. Seul le faible bip régulier de la machine médicale venait briser le silence de la pièce. Je suis resté là, totalement immobile, le regard fixé sur son corps désormais sans vie. Mon esprit refusait catégoriquement d'accepter la réalité de la situation. 5 ans. 5 longues années de mensonges continus. Il était mort, me laissant en héritage, non pas de beaux souvenirs, ni même notre amitié, mais un trou noir béant en plein cœur. Quand je suis enfin sorti de cette chambre d'hôpital, le monde entier me paraissait complètement différent. Dans les couloirs, les gens marchaient, affairés, ignorant totalement qu'une vie venait tout juste de s'éteindre, tandis qu'une autre vie venait d'être brisée en 1000 morceaux. Dehors, le soleil brillait dans le ciel, mais sa lumière me semblait glaciale. Je suis monté dans ma voiture, et je suis resté un long moment sans même démarrer le moteur. Mes mains tremblaient violemment. Dans ma tête, je passais et repassais en boucle les toutes dernières paroles d'Ilan, j'ai couché avec elle. Chaque répétition de cette phrase résonnait comme un coup de poing dans mon âme. Je pensais sincèrement que je n'étais plus capable de pleurer, pourtant, les larmes se sont mises à couler d'elles-mêmes. Je ne pleurais pas seulement à cause de la trahison. Je pleurais surtout parce que je venais de tout perdre d'un seul coup, mon meilleur ami, mon épouse, et la personne que j'étais moi-même. À cet instant précis, j'ai réalisé que la mort n'est pas toujours une fin en soi. Parfois, la véritable mort, c'est de devoir continuer à vivre, juste après avoir découvert la vérité. Le soir même, en rentrant à la maison, le silence m'a accueilli, dressant devant moi un mur de glace. Léna était assise sur le canapé du salon, faisant défiler le fil d'actualité sur son téléphone, et elle n'a même pas remarqué que je venais de passer la porte. Sur la table de la salle à manger, le dîner était servi, soigneusement dressé, avec du vin et quelques bougies allumées. Elle avait sans doute voulu organiser une soirée spéciale, sachant que je rentrais de l'hôpital. Tout semblait normal, comme si notre foyer était encore intact. Elle a fini par lever les yeux, et elle m'a offert un grand sourire. « Comment va Ilan ? Il tient le coup ?» a-t-elle demandé. Cette simple phrase m'a transpercé jusqu'au plus profond de mon cœur. J'ai bien failli éclater de rire nerveusement. Il tient le coup. Il était mort, et, dans son dernier souffle, il avait réduit mon monde en cendres. Pourtant, je n'ai pas réussi à prononcer le moindre mot. J'ai simplement hoché la tête. Oui, il tient le coup, ai-je répondu, et ma propre voix me paraissait être celle d'un étranger. Elle s'est approchée de moi, elle m'a pris dans ses bras, et elle a posé sa tête contre mon épaule. Son parfum, cette odeur exacte que j'avais tant aimée, me semblait désormais étrangère, presque sale. À l'intérieur, mon estomac s'est noué de dégoût, mais, à l'extérieur, je suis resté impassible, raide comme une statue de pierre. « Tu as l'air vraiment fatigué » a-t-elle remarqué avec douceur. « Viens, on va dîner, tu as besoin de prendre des forces. » J'ai hoché la tête une nouvelle fois, je me suis assis à table, et j'ai pris ma fourchette, mais la nourriture refusait de passer. Le moindre de ses mouvements, le moindre de ses regards, déclenchait en moi une nouvelle vague de souffrance. Je me rappelais ce qu'Ilan m'avait dit, elle venait vers moi quand vous vous disputiez. Combien de fois nous étions-nous disputés, ces dernières années? Souvent. Très souvent. Et, à chaque fois, j'étais persuadé que j'étais le fautif, qu'elle était simplement épuisée par le quotidien, et qu'il fallait que je lui laisse un peu de temps.
J'avais fait tellement d'efforts pour être un mari patient, et un ami loyal. Et pendant ce temps, Tu es bien silencieux ce soir, a-t-elle souligné, tout en me servant un verre de vin. Est-ce que tout va bien? Je l'ai regardé avec attention. Je regardais cette femme, qui avait dormi à mes côtés pendant tant d'années, et qui, en même temps, me trompait allègrement avec l'homme que je considérais comme un frère. Tout est normal, lui ai-je assuré. Je suis juste fatigué. Elle a souri de nouveau. Demain, c'est le week-end. On pourrait peut-être sortir quelque part, faire une grande promenade, ça nous changerait les idées. J'ai fait signe que oui. Qu'elle continue à croire que tout est comme avant. Qu'elle vive encore un peu dans son illusion. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé près d'elle dans le lit conjugal, j'écoutais le rythme régulier de sa respiration, en repassant mentalement chaque instant marquant de notre vie commune. Je me revoyais à la mairie, je me souvenais de la façon dont elle tenait ma main, et de ses larmes de joie, le jour où je lui avais offert sa bague de fiançailles. Était-ce un mensonge depuis le tout début? Ou bien, à un moment donné, m'avait-elle réellement aimé? Je n'avais aucune réponse à ces questions, seulement le bourdonnement d'un immense vide dans ma tête. Au petit matin, ma décision était prise. Je n'avais aucune intention de faire un scandale, je n'allais pas crier, ni casser la vaisselle, ni même la jeter à la porte. Non, une telle réaction aurait été beaucoup trop simple. Il fallait qu'elle ressente exactement la même chose que moi, cette même douleur aiguë, cette même honte, ce même sentiment de trahison absolue. Et, pour y parvenir, je savais exactement comment j'allais m'y prendre. J'ai commencé à surveiller le moindre de ses faits et gestes, observant chacun de ses messages, et chacun de ses appels téléphoniques. J'ai installé un logiciel espion, dans le but de lire ses conversations privées. J'ai également épluché nos relevés bancaires. J'y ai découvert des virements réguliers, des petites sommes très fréquentes, envoyées sur un compte qui, après vérification, s'est avéré être celui d'Ilan. Même après qu'il soit tombé malade, elle avait continué à lui envoyer de l'argent, ou peut-être qu'elle achetait le pardon de sa propre conscience. J'ai fouillé dans nos vieux dossiers, dans les photos, les vidéos, les anciens échanges de messages, cherchant désespérément un indice qui puisse justifier son acte. Mais, à chaque nouveau fichier ouvert, une certitude s'imposait, il n'y avait aucune excuse. Ce n'était ni une erreur de parcours, ni une faiblesse. C'était un choix délibéré, un choix conscient, étalé sur plusieurs années, et d'un cynisme effrayant. Quelques jours plus tard, j'ai appelé notre ami commun, Maxime, qui travaillait dans le montage vidéo. « Écoute, mon vieux, j'aurais besoin d'un petit service, lui ai-je demandé d'un ton parfaitement calme. J'aimerais préparer une belle surprise pour Léna. Une vidéo rétrospective, spécialement pour notre anniversaire de mariage. » Il s'est tout de suite montré très enthousiaste. « Bien sûr, avec grand plaisir. Envoie-moi vos photos et vos vidéos, je vous ferai un superbe montage. Quelque chose de très romantique. » J'ai esquissé un sourire forcé, alors qu'intérieurement, mon sang bouillonnait de colère. Oui, c'est ça. Très romantique. C'est exactement l'idée. Les jours suivants, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire pour le projet. Des centaines de photos de couple, des portraits d'Ilan, et des clichés pris lors de nos fêtes communes. Mais, cachés parmi ces souvenirs innocents, il y avait d'autres fichiers, des images secrètes, sordides, et très intimes. Je les avais retrouvés par hasard sur une vieille clé USB, que quelqu'un avait visiblement oublié d'effacer. Au début, j'ai visionné les premières séquences avec un sentiment de pure horreur, puis, avec un calme glacial. Je voyais Léna et Ilan, riant aux éclats dans une voiture, puis au restaurant, et enfin nus, enlacés dans un lit d'hôtel, où j'ai même reconnu ma propre couverture. J'ai regardé tout cela en boucle, jusqu'à ce que je ne ressente plus rien d'autre qu'un vide abyssal. J'ai transféré le dossier à Maxime, en lui donnant des instructions précises sur les fichiers à insérer, et dans quel ordre chronologique. Comme il ne savait pas ce que contenaient ces dossiers, il n'a posé aucune question. « Tu veux que je rajoute une musique de fond ?» a-t-il proposé gentiment. « Oui », ai-je confirmé. « Mais quelque chose de doux, un morceau de piano par exemple. Je veux que le résultat soit magnifique. » Le jour de notre anniversaire de mariage, j'avais invité tous nos amis proches, notre famille, et même certains collègues de Léna.
J'ai préparé une petite surprise, ai-je annoncé devant l'assemblée, en simulant la joie. C'est une vidéo sur notre histoire d'amour, sur tout ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Elle rayonnait de bonheur, à mille lieues de se douter que cette soirée allait marquer la fin de tout. Pendant que les invités prenaient place, je l'observais attentivement, pensant à la facilité avec laquelle elle souriait, et à son habileté pour cacher la vérité. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'une telle saleté, et de tels mensonges, se dissimulaient sous cette apparence parfaite. Quand tout le monde fut installé, j'ai allumé le projecteur. Les lumières se sont éteintes. Une douce mélodie au piano a commencé à résonner dans la pièce. Sur le grand écran, les premières images sont apparues, les clichés officiels de notre mariage, nos souvenirs de voyage, les sourires pendant les fêtes. Tout le monde souriait, certains applaudissaient, et puis, Ilan est apparu sur l'écran. Ilan, en compagnie de Lena. D'abord attablés dans un café, puis ensemble dans un hôtel. Les rires se sont tus instantanément. Dans la pénombre, quelqu'un a poussé un hoquet de stupeur. Elle s'est figée sur place, comme si le monde entier venait d'arrêter de tourner. Moi, j'étais assis juste à côté d'elle. J'étais calme, tenant élégamment mon verre de vin à la main, et je n'ai pas détourné mon regard. Ses yeux affolés ont parcouru la pièce, avant de croiser les miens. J'y ai lu une terreur absolue, une panique totale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle balbutié. Je ne lui ai pas répondu, j'ai simplement levé mon verre dans sa direction. Joyeux anniversaire de mariage, Lena. À cet instant précis, j'ai compris une chose, la vengeance ne s'exprime pas toujours par des cris. Parfois, elle prend la forme d'un grand silence, un silence dans lequel on laisse l'autre personne s'autodétruire de l'intérieur. Après cette soirée, notre maison est devenue aussi vide et glaciale qu'un tombeau. Les invités sont partis dans un silence lourd, fuyant nos regards, sans savoir quoi dire. Quelques-uns ont vaguement tenté de réconforter Lena, tandis que d'autres baissaient simplement les yeux, terrifiés d'assister à la destruction de la vie de quelqu'un d'autre. Elle se tenait debout au milieu du salon, livide, tremblante de la tête aux pieds. Son mascara coulait, et ses yeux reflétaient une horreur indicible. « Serge, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Je me suis levé, j'ai posé mon verre sur la table, et je l'ai longuement dévisagé. « M'expliquer » ai-je articulé d'un ton calme. « Mais qu'est-ce que tu pourrais bien m'expliquer, Lena ?» 5 années. 5 ans de mensonges. Pendant tout ce temps, je croyais avoir fondé une famille, alors que tu partageais son lit. Elle a fondu en larmes, elle a voulu m'attraper par le bras, mais j'ai violemment reculé d'un pas. Le simple fait de la sentir me toucher me donnait la nausée. Elle s'est alors effondrée à genoux. Je te le jure, je ne voulais pas que ça arrive. A-t-elle pleuré bruyamment. Ça a commencé par un accident. J'étais tellement en colère contre toi, et lui. Il était simplement là. J'ai laissé échapper un rire moqueur. Un accident ? Pendant 5 années consécutives. Ses lèvres se sont mises à trembler de plus belle. J'ai essayé de tout arrêter, mais ensuite, il est tombé malade, et je ne pouvais pas l'abandonner dans cet état. Évidemment, les yeux coupés sèchement. Tu as un cœur bien trop grand pour abandonner ton amant. Je me suis approché d'elle, je me suis penché, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il est mort, Lena. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Quoi? Hier, à l'hôpital. Et juste avant de mourir, il m'a tout avoué. Elle a enfoui son visage entre ses mains, et elle a poussé un cri. C'était un hurlement déchirant, interminable, qui semblait provenir des entrailles de l'enfer. Pourtant, je n'ai ressenti absolument aucune pitié, rien d'autre qu'un froid glacial. Dans le silence, j'ai rassemblé toutes mes affaires. Ma valise, mes clés, et tous mes documents. Dans un geste de désespoir, elle s'est agrippée à la manche de ma veste. Ne t'en va pas, je t'en prie, donne-moi une chance. Je vais tout réparer. Je t'aime. Je me suis retourné vers elle. Je lisais dans son regard de la panique, du désespoir, exactement tout ce qui m'avait rongé de l'intérieur. Tu m'aimes? Ai-je répété. Non, Lena. La seule personne que tu as aimée, c'est toi-même. Moi,
je n'étais là que pour te servir de décor rassurant. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec, et je me suis dirigé vers la porte. Où est-ce que tu vas? A-t-elle murmuré. Le plus loin possible de tes mensonges. Loin de cette vie. Et, sur ces mots, j'ai claqué la porte derrière moi. Dehors, la nuit était noire, et il tombait une fine pluie. Les gouttes d'eau glissaient sur mon visage, se mélangeant à mes propres larmes, que je ne prenais même plus la peine de remarquer. Je marchais dans les rues sans aucun but précis, un pied devant l'autre. La ville me semblait étrangère, comme si je m'y trouvais pour la toute première fois. Dans chaque fenêtre, une lumière brillait. Dans chaque maison, il y avait l'histoire de quelqu'un. Seule ma propre histoire venait de s'achever. Je me suis arrêté devant le parc, là où, jadis, nous avions l'habitude de nous promener main dans la main. À cette époque, notre bonheur me paraissait éternel. Je la revoyais rire, lancer des feuilles en l'air, et je la rattrapais au vol, convaincu d'être l'homme le plus chanceux de la terre. Aujourd'hui, je me tenais exactement au même endroit, désespérément seul. Et tout ce qui restait de ce bonheur, c'était un goût amer au fond de l'âme. Plusieurs semaines se sont écoulées. Elle m'a appelé, elle m'a écrit, elle est venue sur mon lieu de travail, me suppliant d'accepter une rencontre. J'ai gardé le silence, je ne répondais jamais. Ce n'était pas pour la faire souffrir davantage. C'est simplement parce qu'il ne restait plus un seul mot en moi. Chaque message, chaque larme, tout cela semblait arriver beaucoup trop tard. Mais, un jour, j'ai fini par accepter de la revoir. Non pas pour elle, mais pour mettre un point final à cette histoire. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café, là où nous avions autrefois fêté son anniversaire. Elle était arrivée la première. Elle avait l'air épuisée, vieillie, sans maquillage, et sans la moindre lueur dans les yeux. C'était simplement une femme qui avait tout perdu. « Merci d'être venue », a-t-elle dit d'une petite voix. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. » En effet, ai-je répondu. « Tu ne le mérites pas. » Elle a baissé les yeux. « Je pense à toi chaque jour, et à lui aussi. Je ne dors plus, je ne mange plus. Tout est mort à l'intérieur de moi. » J'écoutais en silence. Bizarrement, au fond de mon cœur, je ressentais une forme de soulagement inattendu. Ce n'était pas de la joie, ni de la colère, mais simplement une paix absolue. « Je ne suis pas venu pour te pardonner », lui ai-je expliqué. « Je suis venu pour te libérer. » Elle m'a regardé à travers ses larmes. « Me libérer ? » Oui. Tu ne fais plus partie de ma vie, Léna, et je ne fais plus partie de la tienne. Que chacun de nous porte désormais sa propre croix. Elle a doucement hoché la tête. Je comprends. Nous sommes restés encore un peu assis, sans prononcer un mot. Puis, je me suis levé. Adieu, ai-je dit. D'une voix brisée, elle a murmuré, pardonne-moi. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement parti. À partir de ce jour, j'ai tout recommencé à zéro. J'ai loué un petit appartement, j'ai changé de travail, et j'ai commencé à courir tous les matins. Parfois, en passant près du cimetière, je fais un détour pour aller voir Ilan. Je me tiens debout près de sa tombe, et je regarde la pierre gravée à son nom. Tu m'as détruit, mon frère, lui dis-je alors dans un murmure. Mais, au final, c'était peut-être ça, ton ultime service. Maintenant, je sais qui je suis sans vous deux. Avec le temps, la douleur s'est estompée. Elle est devenue une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui reste là pour me rappeler le passé. Il m'arrive de penser que, si Ilan n'avait jamais fait ses aveux, je serais probablement resté prisonnier de cette douce illusion, en me croyant heureux. Peut-être que sa confession n'était pas une malédiction, mais une véritable libération. Un beau jour de printemps, en sortant de chez moi, j'ai senti l'odeur des lilas. Et, à cet instant, j'ai compris une chose, je savais de nouveau respirer. Non pas pour quelqu'un d'autre, mais uniquement pour moi-même. La vie n'est pas revenue du jour au lendemain. Mais, pas à pas, j'ai réappris à accorder ma confiance, à sourire, et à ressentir. La vengeance ne m'avait pas offert le repos, mais la vérité m'avait donné la force. Parfois, je pense à eux deux, à Léna et à Ilan, et je ne ressens plus la moindre haine. Je ne ressens qu'un grand silence. Car, parfois, la vengeance,
ce n'est pas de détruire la vie des autres, mais c'est de reconstruire la sienne à partir de ses propres ruines. Et c'est peut-être cela, le véritable châtiment, se redresser dignement, malgré tout ce que l'on vous a fait subir. C'est d'avancer sans crier, sans rancune, et sans regarder en arrière. Simplement avancer vers cet endroit, là où commence enfin votre nouvelle vie.